Le thème de la conférence du soir, c'est pourquoi les couples ne durent pas, ou encore comment faire durer un couple. Voilà, hein, c'est un peu cette idée-là que je vais développer ce soir. Juste en info, avant de démarrer, comme l'été approche, il fait chaud là, je parle un peu de mes stages, parce que j'ai 3 présentiels là qui arrivent. Après, je démarre la conf. Hein. Mais c'est vrai que souvent, j'oublie de présenter ce que je fais. Je fais des consultations en ligne et des indices. Ah, vous voulez le micro? Vous m'entendez mieux avec le micro, là? C'est mieux? Ah, OK. Donc, pour les accompagnements de l'été, j'ai un stage spécial célibataire, 18-19 juillet, avec mon amie Séverine. Et donc, ça, c'est à Castelnaudary. Et en général, c'est très festif. Et ensuite, j'ai un stage, j'ai un stage sur les schémas répétitifs au Ménuire d'une semaine, première semaine de juillet. Et j'ai un stage aussi à Djerba en novembre, voilà, sur les schémas répétitifs. Donc, voilà, pour mes accompagnements en présentiel. Ensuite, à la rentrée, j'aurai le vide affectif qui va redémarrer en formation en ligne, qui est un accompagnement qui dure 4 mois. Alors voilà, ça c'est pour... Vous avez tout sur mon site à événements, y compris les intitulés des conférences, pour ceux qui viennent régulièrement à mes conférences. Vous avez tous mes événements sur mon site. Ce soir, le thème, c'est les couples. Et pourquoi est-ce que l'amour ne dure pas tant que ça? En tout cas, à notre époque, on voit que c'est compliqué de faire durer l'amour plus de 3 ans ou de 7 ans. Enfin, il y a des cycles comme ça, hein, et on appelle ça les serial monogames. Aujourd'hui, on voit ça apparaître. Hein, on ne fait plus des CDI, mais des CDD. Donc, serial monogame, on est des monogames en série. Hein, donc, on sait que, en tout cas, ça fait... Même les jeunes, mais même notre génération et même la génération des 30 ans, 40 ans, ils savent très bien qu'ils ne vont pas faire un couple pour la vie maintenant. Hein. Ils ne partent pas pour la vie. Ils partent pour un moment, des moments, un certain temps, un CDD, quoi. Voilà. Donc c'est une période comme ça. Ma foi, je pense que déjà, moi, quand je me suis questionnée, je me suis dit, mais il y a du bon quand même là-dedans. Avant de parler de comment faire durer un couple un peu plus longtemps que simplement 3 ans, 7 ans, 6 mois, etc. Il y a quand même du bon par rapport à l'époque de nos grands-mères où ils n'avaient pas trop le choix, en fait, pour des raisons écologiques, non, c'est écologique, économiques et religieuses. Avec la morale de faire durer un couple, ils n'avaient pas trop le choix, en fait, à leur époque. Il y avait des mariages d'arrangement, oui. Il ne marche pas. J'utilise un micro qui ne marche pas, c'est un sketch. Alors, est-ce que ça marche? Ah ben non, j'ai des micros qui ne marchent pas. Bon, faut aller chercher la... Elle est juste derrière, si vous voulez la chercher. Non, je n'ai pas de bouton. Ils sont censés marcher. Alors, est-ce que ça marche? Là, vous m'entendez? Ouais, mais bon, je vais essayer d'appuyer sur le bouton. Mais... Bon, bref. Hein? Mais non, mais c'est... Ah ouais, je vais peut-être pas... Non, il faut aller chercher la fille, là. Vous pouvez pas aller chercher la... Oh, ouais. Elle est juste derrière, là. Elle est là. Voilà. Ouais. Ah non, j'ai besoin de la lumière, par contre. Mettez-moi la lumière. Remettez-moi la lumière. Voilà. Et le micro, il marche pas. Si, il marche, là? Ah oui, ça, c'est bon. Voilà, c'est parfait. Non, mais c'est bon. Tout est parfait. Bon, allez, c'est reparti. Donc, je disais que c'est quand même assez cool que les couples ne durent pas tant que ça. À notre époque, on a du choix. Parce que quand on voit comment ces mariages arrangés, on le voit encore dans certaines cultures, hein, comment ça se finit mal, de façon tragique. Moi, quand j'écoute mes patients qui me racontent leurs histoires de leurs parents, parce que très souvent, je leur demande « Et vos parents, alors, ça s'est terminé comment ?» y en a, c'est des fins hyper tragiques, en fait. Hein. Là, ce matin, j'en avais une, elle me racontait que sa mère, elle était partie à l'HP, psychiatrique, parce qu'elle s'était sacrifiée pour son mari, parce que voilà, c'était une femme, donc il fallait se soumettre, et donc lui, il n'allait pas bien, il était dépressif, mais il fallait quand même rester, être au service des enfants, au service, et donc ça a fini hyper mal. Mais il y a plein d'exemples comme ça. J'ai souvent quand j'écoute, mais merci d'arrêter vos téléphones, j'ai souvent des histoires, des chutes tragiques dans des périodes où le couple était fait pour durer.
et qu'il n'était pas question de divorcer comme ça, sans quelque chose de capital. Et encore, voilà, les femmes n'étaient pas très autonomes, et puis c'était dans les mentalités, on ne divorçait pas, on était ensemble pour la vie. C'était comme ça, c'était prévu comme ça. Je pense qu'il y avait beaucoup la religion, la morale, les enfants, le poids des enfants, de la famille, l'économie, enfin bref. Toujours est-il qu'on ne divorçait pas comme ça, c'était pas prévu. Donc du coup, il y a eu quand même pas mal de conduites dangereuses chez les individus qui restaient en couple pour des mauvaises raisons. Hein. Donc là, je prends parti de dire, bah oui, mais le couple n'est pas forcément fait pour durer une éternité si c'est à prix cher, si c'est cher payé, quoi, au prix de sa santé en général. Hein. Voilà, donc c'est quand même important, je le dis en préambule, parce que pour moi, voilà, je vais développer, ça serait bien de faire durer un couple, mais pas à n'importe quel prix, je le dis tout le temps à tous mes patients. Moi, je vous fais beaucoup travailler sur l'autonomie, c'est-à-dire l'autonomie affective, c'est-à-dire pouvoir tenir sur ses pattes à la verticale tout en aimant un autre que soi, mais au moins être verticalisé, quoi, parce que sinon, si vous n'êtes pas autonome affectivement, partez dans la relation en vous perdant avec un goût de trop de fusion, de trop se déposer, se reposer sur l'autre, trop d'attentes, on va le voir, et du coup ça risque d'être très cher payé, notamment au niveau de votre santé. Donc c'est important de ne pas se mettre dans le rouge quand on part dans un couple avec une idée peut-être romantique de faire durer pour l'éternité, dans un engagement d'amour profond, véritable, etc. Donc les idées sont souvent belles, mais c'est le corps qui guide. C'est-à-dire si votre corps il prend cher, si vous commencez à souffrir dans le corps, ça vous avez des warnings quand même, hein, que peut-être il faudrait commencer à voir qu'est-ce qui se passe de manière très consciente. Voilà. Bon, alors revenons sur, parce que je vais quand même développer la thématique pourquoi les couples ne durent pas assez longtemps, parce que c'est quand même ce qu'on voit quand même apparaître, en tout cas en Occident. On a une tendance à un peu l'hyper-consommation ou l'hyper-épanouissement. Hein. Chacun veut s'épanouir au sein du couple. Et donc, au prochain, on a tôt fait de balancer le bébé avec l'eau du bain. Ça peut être aussi l'extrême inverse qui est on ne cherche pas à trop persévérer. Si ça ne va pas, on part. On s'en va, on jette tout et on repart sur quelque chose d'autre. Alors, la durée moyenne en France des relations de couple, 4 à 5 ans. Bon, ils ont dit, c'est les statistiques, hein, certains couples se séparent au bout de quelques mois, d'autres restent ensemble toute une vie. Et la durée moyenne des mariages, on se marie moins qu'avant quand même, hein, mais la durée moyenne avant un divorce, c'est 15 ans selon les dernières données de l'INSEE. Et le taux de divorce, c'est relativement élevé, c'est 45% des mariages, 45 à 50% en France. C'est quand même pas mal. Hein. Alors les pays, moi j'ai voulu chercher les pays où les couples durent le plus longtemps, parce qu'il y a quand même des pays où c'est mieux qu'en Occident quand même. Hein. Donc au Chili, il dure plus de 20 ans, parce que le divorce n'a pas été légalisé. L'Italie, eux, ils ont une forte culture religieuse et familiale, donc ils restent en général 15 à 20 ans de plus. En Inde, vous pensez à l'Inde, c'est vrai qu'ils divorcent, 1% de divorce. Vraiment. Les mariages sont arrangés, il y a des pressions culturelles, familiales. C'est vrai qu'on voit dans ces pays-là, qui sont des pays traditionnels, on ne leur pose pas, c'est comme à l'époque de nos grands-mères, hein, ils ne se posent pas 50 questions, hein, ils ne sont pas pour l'épanouissement de l'individu, là on n'en est pas là. Donc forcément, on n'est pas dans ces mentalités-là, ça ne vient pas l'idée de se séparer comme ça, hein, comme nous. En Irlande, le divorce est peu fréquent et les unions durent plus longtemps. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. En Irlande, pourquoi il reste plus qu'en France. Et au Japon, les Japonais ils restent mariés très longtemps. Là aussi, c'est une culture traditionnelle, bien que les jeunes générations, elles commencent à faire changer tout ça. Et alors, les couples où ça dure moins longtemps, il y a la France hein, qui est dedans, la Belgique, le Portugal, l'Espagne et la France, et les États-Unis. Où on voit qu'il y a des séparations au bout de 7, 8 ans, 10 ans, enfin voilà. On est quand même, comme on dit, entre 45 et 50% de divorces, c'est énorme quand même. Un couple sur deux ne restera pas ensemble. Donc, quand on se questionne, comme aujourd'hui, pour se dire « Ah, mais au fond, pourquoi les couples ne durent pas tant que ça ?» Il y a effectivement à la fois une idéalisation, mais ça je le dis, mais je le redis, je le dis tout le temps, mais je peux le redire parce que c'est quand même sociétal, une idéalisation du couple, c'est-à-dire qu'on cherche à travers le couple le bonheur,
hein, le couple comme vecteur de bonheur. On cherche, on a des attentes extrêmement élevées vis-à-vis du couple, peut-être parce qu'il y a une forme d'incertitude qui nous guette. Donc à deux, on est plus fort contre le monde entier. Hein. Il doit y avoir une attente comme ça d'idéalisation à travers le couple et plus la romantisation du couple, hein, l'idéalisation romantique. Et il y a aussi quelque chose qui nous guette aussi, c'est pour ça que le couple est soi-disant vecteur de bonheur, parce qu'il y a une précarité affective à l'intérieur de nous. On a quand même affaire avec ce vide existentiel, cette part de nous qui nous habite et qui est toujours un peu creuse, un peu vide. Et donc, à partir de cette précarité affective, on va chercher à grappiller à l'extérieur, hein, à saisir un objet d'amour à l'extérieur pour le ramener vers soi, pour se sentir moins vide, moins creux, plus sécurisant, plus vivant, plus plein de choses. Donc pour ces bonnes raisons, on va naviguer entre une forme de précarité affective, donc on veut se nourrir affectivement. On entend sans arrêt des gens qui nous disent « oui, mais l'amour, sans amour, on ne peut pas vivre ». Alors amour quoi? Couple, hein, on entend sans amour, couple. Pas sans amour en général, sans amour, couple. On ne peut pas vivre, on a vraiment des besoins à satisfaire d'amour en couple. J'entends tout le temps ça, hein, mais c'est jamais tellement questionné, c'est pour ça que je vous invite toujours à vous questionner. Donc dans cette précarité affective, on cherche à se remplir et à faire couple. Et ça peut être légitime, ma foi, il n'y a pas de problème à ne pas avoir, à mettre une certaine place, une certaine légitimité à faire couple. Mais comme je dis tout à l'heure, peut-être pas à n'importe quel prix. En tout cas, en ayant une forme de liberté intérieure pour pouvoir avoir des options au cas où ce couple qui fonctionne peut-être très bien au début commence à dysfonctionner et ça commence à être compliqué et vous commencez à en souffrir. Alors, qu'est-ce qui fait que les couples ne durent pas? Alors, il y a plusieurs raisons. J'ai parlé d'idéalisation déjà, donc il y a un écart entre le réel et l'idéal. La plupart du temps, c'est que quand on commence à avoir trop d'attentes et qu'on est dans la lune de miel, on ne s'imagine pas qu'après, la réalité va être autre. Et donc après, il y a une chute, il y a une désillusion par rapport à la réalité. On découvre l'autre sous un autre angle, qui ne nous montre peut-être pas au début, mais ça, tout le monde le sait, mais je le redis. Et après, tout ce qui passe ne passe plus. Tous les défauts, hop, ça ne passe plus. Ensuite, nous sommes conditionnés par des types d'attachement, ce qu'on appelle les styles d'attachement de Bowlby. Hein, donc j'en ai longuement parlé, l'attachement anxieux, l'attachement évitant, l'attachement désorganisé, l'attachement sécure. Donc il y a les types d'attachement. Et ça, c'est à notre insu. C'est-à-dire on est formaté comme ça, on a des styles d'attachement. Et ces styles d'attachement vont conditionner nos réactions émotionnelles, nos besoins de fusion et de distance. Donc il y a des personnes qui vont avoir un attachement évitant, donc ils vont en général étouffer assez vite et mettre l'autre à distance, ça va être réactif. Et d'autres vont avoir des attachements anxieux en mode agrippant, hein, avidité. C'est jamais assez, il faut toujours plus, il faut toujours que l'autre soit à côté, ils ont toujours peur que l'autre soit trop loin. Donc ces problématiques des types d'attachement vont créer des crises dans le couple. Et souvent, les séparations vont être liées à ça. Et en général, ce qui va s'emboîter, c'est un anxieux, un attachant anxieux qui va avec un attachant évitant. Donc, c'est le couple qui s'emboîte le mieux, mais malheureusement qui crée des désordres et qui finit par rompre. Donc, ces problématiques psychologiques qui sont les racines du mal, hein, en général, et qui sont inconscientes, c'est bien de les rendre conscientes. C'est pour ça que nous, les psys, on est censés travailler pour clarifier ces mécaniques, ces dynamiques liées au type d'attachement, et pour qu'au moins l'individu en couple se rende compte, si je suis un attachant évitant, je me rende compte que j'ai un attachement évitant et que je fasse quelque chose de ça. Pas juste que, je suis comme ça, c'est une fatalité, au prochain, pour éviter de répéter des choses. Donc ces traumatismes de l'enfance qui créent les types d'attachement, il y a quand même une majorité des gens qui ne sont pas dans l'attachement sécure, il faut le savoir. Hein. La plupart sont des attachements anxieux, évitants ou désorganisés. Donc il y a très peu de gens que vous rencontrez qui ont des attachements sécures. C'est pour ça que vous dites « Ah, mais celui que je rencontre après mon divorce ou mes expériences que j'ai déjà faites, il a des bagages ou elle a des bagages lourds. » Bah oui, mais parce qu'il y a beaucoup plus de personnes insécures que de sécures.
Il n'y a rien d'étonnant, de surprenant. Et peut-être vous-même, vous êtes quelqu'un qui a un attachement insécure. Donc, c'est pour ça qu'on parle souvent de... Ah oui, mais quand vous rencontrez voilà, des bagages, c'est encore un dossier lourd. Bah oui. En plus, et même, c'est des gens qui font beaucoup de travail de thérapie, mais ça reste quand même compliqué de s'attacher, je dirais, légèrement ou avec de l'autonomie affective. Donc, il y a un travail à faire que je défends toujours, qui est un travail de se rendre, de se connaître soi et de repérer son style d'attachement pour pouvoir s'en libérer un peu. Et puis ensuite, dans une deuxième partie de sa vie, essayer de fonctionner avec moins d'attentes, moins de rêves, plus de stabilité, quoi. Voilà. Bon, c'est un challenge, mais voilà. Ensuite, vous avez ce qui va influer sur les séparations. Pourquoi les couples ne durent pas si longtemps que ça? C'est tous les micro-traumas. On le voit apparaître chez les partenaires, quand je fais de la thérapie de couple, c'est les problèmes de validation. Il y en a qui se sentent jamais assez validés. Alors, soit ils trouvent qu'ils ne sont pas une assez bonne personne, qu'ils ne sont pas assez à la hauteur, donc ils en font des tonnes. Et c'est jamais assez bien, l'autre n'est jamais assez satisfait, il fait toujours des reproches. Soit il se sent pas assez, il n'a pas assez de valeur, et donc il passe son temps à chercher à être reconnu dans le monde extérieur, statut social ou je sais pas quoi, à plaire partout. Et donc il fuit le lien du couple. Enfin, il n'y a pas une vraie qualité de présence dans le couple parce qu'il veut plaire partout, tout le temps. Et donc, ça, c'est problématique de reconnaissance. Je n'ai pas assez de valeur, donc il va falloir que je plaise à tout le monde, ou il va falloir que je sois à la hauteur pour satisfaire mon partenaire. Vous voyez les dégâts que ça peut faire quand il y a des problèmes de manque de validation chez l'adulte que vous rencontrez. Et en général, c'est lié à les négligences affectives de l'enfance. Et ensuite, on va retrouver, tout ça c'est le psychologique, hein, c'est les mémoires corporelles. On va trouver des personnes à l'âge adulte qui ont une intimité difficile avec soit des zones de figement, donc qui sont déconnectées. Moi j'ai un ami comme ça qui a tellement envie d'être en lien, mais qui a un spectre émotionnel qui est très très faible, donc il est dans un lien codifié, mais il ne sent pas grand-chose en fait. Voilà, c'est comme ça. Donc, il se sent seul et jamais tellement en lien. Donc, ça, c'est les problématiques de figement. Ou quand on voit que le passé s'invite dans le côté projectif, quelqu'un qui va projeter un homme formidable, brillant, charismatique, ou ça, c'est une femme qui va projeter ça, ou un homme qui va projeter, je ne sais pas quoi, pareil, une figure. En général, alors ça, vous le savez, c'est animus et anima. Hein. Les femmes qui ont un animus développé, donc un yang développé, elles vont chercher un pôle féminin chez l'homme par rapport à la complémentarité. Et parfois, elles sont déçues parce qu'il est tellement féminin qu'après, elles n'en peuvent plus, quoi. Il manque de masculin, d'accord ? Et à l'inverse, un homme qui cherche son anima, qui est très masculin, très viril, etc., et qui cherche une figure féminine, une femme douce, un nana gentille, charmante, aimante et tout, ce qui va lui plaire au début, ça ne va pas du tout lui plaire à la fin. Ça va le gonfler, en fait. Parce qu'on cherche à travers l'autre ce qui nous manque, la partie qui nous manque, animus ou anima. Et en fait, on va adorer ça au départ et après, on va casser, on va détester parce qu'on n'a pas fait ce travail de l'ombre en nous. Parce qu'il faut chercher les deux polarités, se compléter à l'intérieur de nous. Et donc, tant que ce travail n'est pas fait, on va adorer cette figure archétypale qui nous manque, hein, la polarité inversée, puis après, on va la casser, on va la détester, ça va nous saouler en fait. Voilà. Donc ça, c'est des problématiques de projection. Hein. On va projeter que l'autre est formidable parce que voilà, il a plus de féminin et que moi, je suis tellement dans le masculin que je peux enfin me déposer dans sa sensibilité, Pajtin de Couffin. Et en fait, après, ça va m'énerver. Bon, par exemple, tout ça, c'est des problématiques de projection qui vont se retrouver dans l'intimité, qu'on va retrouver dans les problématiques de couple et pas au boulot. Au boulot, on s'en fout, ça n'apparaît pas, hein, ou très peu. Donc voilà, donc c'est important de voir qu'il se passe des choses dans le couple qui est vraiment particulier et spécifique à l'espace du couple, dans l'intimité, et qu'en amicalité ou au professionnel, ceci n'apparaît pas. Donc ces problématiques qu'on retrouve par rapport liées au traumatisme de l'enfance vont générer des répétitions inconscientes, malheureusement, et donc le couple va être utilisé comme théâtre de guérison inachevée, et moi je le vois sans arrêt dans les séances de couple que je donne ou dans les groupes avec les participants que je forme, où on voit que, par exemple, j'ai eu une mère
Souvent, c'est le rapport à la mère, autoritaire ou manque, ou qu'elle n'était pas disponible pour moi en tant qu'enfant. Et donc, je vais chercher un bon papa, une bonne maman qui va me réparer, me donner tout ce dont j'ai manqué quand j'étais enfant. Donc, on cherche ici à se guérir de tous les manquements de l'enfance. Et ça, c'est le classique du genre. On fait tous plus ou moins ça, hein, sauf qu'il y a beaucoup de personnes qui, malheureusement, n'ont pas mis le zoom, pas assez de clarté sur ce qu'elles viennent chercher à réparer quand elles rentrent en amour avec un autre que soi. Cette espèce de surface de projection en se disant « mais oui, c'est la bonne personne, je suis tellement amoureux, je suis amoureux, amoureux, amoureux », mais elles ne voient pas ô combien elles cherchent à se guérir d'une problématique du passé que la petite personne, hein, l'enfant intérieur, la petite personne en nous, la petite fille ou le petit garçon, cherche de manière incroyable à dépasser, de faire une tentative de guérison de ce qui s'est passé dans le passé, dans le passé avec les parents. Et comme elle n'est pas équipée, elle n'y arrive pas. Hein, par exemple, ma mère était autoritaire, et donc maintenant je vais prendre quelqu'un d'autoritaire. Je recommence à prendre quelqu'un d'autoritaire dans la tentative de guérison, merci de laisser tomber vos téléphones, c'est de faire en sorte de repousser, de ne pas être docile en fait. Mais comme je ne suis pas équipée, je n'arriverai pas à me confronter à cette personne. C'est-à-dire je vais répéter le traumatisme, je vais me resoumettre. C'est comme ça que ça se répète. On reprend les partenaires, c'est le théâtre, hein, on reprend des partenaires du même genre pour tenter de dépasser ce qu'on n'a pas réussi à faire quand on était enfant. Et tant qu'on n'a pas pigé ça, eh ben, on reprend les mêmes genres, quoi. Bon. Donc c'est comme une scène de théâtre, en fait. Hein. On peut prévoir scène 1, acte 1, scène 2, acte 2. Le script, souvent, c'est des scripts. Sommes-nous libres de nos choix d'amoureux et d'amoureuses? En général, pas tant que ça, sauf qu'on fait un travail, mais la plupart, c'est des choix comme ça, hein, c'est des choix déjà prédéterminés. Il y a le script est déjà là, en fait, on voit de manière extrêmement prévisible, j'ai eu ces parents-là ou ces modèles-là, voilà le type de partenaire que je vais choisir. Il n'y a rien de... Et donc, c'est très en lien avec le bouquin que j'avais écrit sur les profils amoureux, parce que c'est des choix de survie, en fait. Ce n'est pas des choix libres. C'est par rapport à mon mode de survie. Je vais plutôt être évitant. Là, je vais plutôt choisir quelqu'un qui va me dominer. Soit, au contraire, je vais prendre quelqu'un complètement dans sa tête et pas du tout dans son corps, etc. etc. Voilà, donc est-ce qu'on peut se poser cette question? Y a-t-il un vrai choix amoureux tant qu'on n'est pas très lucide sur nous-mêmes, ou plutôt une répétition et une fidélité à nos blessures non résolues? Alors ça, c'est plutôt une vaste question. Cheminer avec ça. Donc pourquoi les couples ne durent pas? Sommes-nous libres de nos choix? Choisit-on vraiment nos amoureux genre par hasard, le hasard me l'a fait me rencontrer, c'est une belle rencontre, etc. Moi, je veux bien. Hein. Mais est-ce qu'il n'y a pas des antennes où on se dit, oui, c'est celui-là qu'il me faut pour travailler sur... Enfin, pour travailler, c'est pas pour travailler, mais qui va réactiver pile poil mes blessures, parce qu'il répète exactement à l'identique toutes ces blessures du passé que j'aimerais tellement dépasser. Tout ce qui m'a manqué, j'aimerais tellement l'avoir maintenant. Tous ces tyrans qui étaient autour de moi, ces adultes tyranniques, j'aimerais tellement maintenant qu'ils m'aiment comme je suis. Et malheureusement, ça ne va pas être le cas. Je ne suis pas équipée, donc ça ne va pas être le cas. Voilà, les dynamiques, les traumatismes de l'enfance qui influencent les ruptures, c'est aussi les dynamiques de pouvoir. Hein, on va le retrouver chez les gens qui sont très blessés. Le besoin d'avoir raison. Hein, je prends le pouvoir sur toi. Et je te drive. Ce matin, j'en avais une comme ça. Il fallait l'autre. Au début, il lui faisait les violons. Puis après, très vite, il était devenu très contrôlant. Je suis ton guide. Elle m'a dit, mais moi, ce qui m'a attrapée, c'était... il voulait me protéger. Donc, il était là pour moi tout le temps et tout. Puis après, il la drivait, en fait. Il lui disait comment il fallait qu'elle se conduise, comment elle doit s'habiller, pas s'habiller, que ça, c'est correct, ça, c'est pas correct. Et que par rapport à papa, maman, elle ne devait pas se conduire comme ça. Et qu'il l'analysait tout le temps, il la définissait. Bon, alors, au bout de 10 ans, elle était déteinte, quoi. Elle était éteinte. Elle m'a dit, c'est classique, ça. Enfin, ça, c'est l'histoire d'une femme, mais ça peut être un homme, hein, qui s'éteignent dans la relation parce qu'ils se laissent driver par le partenaire qui dicte comment vous devez vous comporter, ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, les amis que vous devez voir, pas voir, est-ce que vous avez du temps à passer là? Mais non, il faut être ici faut partager du temps avec lui ou avec elle, mais pas avec vos amis, enfin bon, voilà, qui vous dicte ce que vous devez faire, quoi. Et donc ça, évidemment, c'est les dynamiques de pouvoir.
Il peut y avoir dans ces dynamiques, ça c'est plutôt dans la soumission, mais il peut y avoir des dynamiques de sauvetage, hein, qui sont l'inverse de la soumission, qui est je choisis des partenaires pour les sauver, hein, pour les materner, les cocooner, parce que là je me sens utile, enfin, et si je me sens utile, je me sens aimée. Mais c'est une manière aussi de prendre le contrôle. Donc tout ça, c'est très dysfonctionnel, et à un moment donné, ça part en cacahuète, puisque ça fait persécuteur, sauveur, victime. Autre dynamique qui dysfonctionne et qui crée les ruptures, c'est les peurs de perdre l'autre. Alors ça, c'est à tous les coups, vous y avez le droit. Tant que vous avez peur de perdre le partenaire, vous êtes dans un attachement insécure, vous n'êtes pas libre. Et donc, ça peut créer soit l'inverse de « j'arrive pas à rompre », je reste en mode c'est de l'acharnement de couple, là, hein, je persévère mais je me mets sous les cailloux, d'accord, soit, oui c'est plutôt ça la peur de, quand j'arrive pas à lâcher cette peur de perdre, je vais plutôt me surattacher, ou je peux avoir peur de l'engagement parce que j'ai peur d'être dépendant, donc à l'idée d'être dépendant, je ne vais pas m'engager. C'est compliqué, mais il y en a plein des comme ça. En tout cas, aujourd'hui, quand il y a eu des expériences malencontreuses, la personne peut arriver, puisqu'on fait plusieurs couples, vous savez, j'ai parlé des serial monogames, on arrive dans la relation après 1, 2, 3, 4, 5 histoires avant. Et donc, on a déjà toutes ces expériences blessantes. Et on anticipe que... s'engager, ça va être enfermé, ça va être perdre sa liberté, ça va être quelqu'un qui va nous exiger, qui va vouloir attendre plein de trucs, qu'il va falloir se mettre sous le toit, qu'on aura des contraintes. Et on a peur d'être dépendant ou d'être envahi. Donc toutes ces peurs liées à des histoires non seulement parentales, mais des histoires avec d'autres que j'ai déjà eues dans d'autres expériences de couple, elles vont influencer ce que je vais vivre dans mes nouveaux couples. Et malheureusement, il y a des gens qui arrivent avec plein d'idées préconçues et ne peuvent pas faire page neuve, en fait. Donc voilà, donc, il faut être un peu au clair quand vous démarrez une nouvelle histoire d'amour et que vous avez déjà des antériorités d'autres couples avant. Est-ce que vous êtes dans une page neuve, vous êtes prêt à une page neuve, ou est-ce que vous êtes dans du vieux? Est-ce que vous êtes dans oui, mais franchement, j'y vais, je suis en mode méfiance. Oui, mais là, je vais être dépendant. Oui, mais là, l'autre va me contrôler. Oui, mais bon, alors là, si vous avez des tonnes de mais, vous risquez pas tellement. Alors, c'est bien d'être averti. Attends, je t'ai vu, hein. Mais d'avoir une certaine sagesse, de ne pas répéter toutes les mêmes erreurs du passé. Et en même temps, parfois, il y en a qui arrivent avec tellement de peur que ça freine, ça sabote la relation assez dès le départ, quoi. Vas-y. Je vous passe le micro, hein, si vous voulez parler. C'est bon. Oui. Oui, ça marche. C'est une question courte, mais du coup, comment on fait page neuve? Parce que, bonne question. parce que voilà, quand on a connu justement tous les schémas et tout ça, qu'on a eu le courage aussi d'aller voir en soi, Ouais. tout ça, rencontrer un autre type de personne qui est bien, mais effectivement avec tous les bagages de peur, quand tout est bien, tout est, voilà, et que en fait on a très peur en fait de revivre encore des émotions de perte, voilà, que ça ne marche pas, d'attachement, d'envahissement. Et donc, comment on fait page neuve, justement? Déjà, alors là, il y a des peurs, il faut voir quelles peurs. Parce que, après, là, je parle un peu en général, il faut préciser. Là, si tu me dis des peurs de perdre, des peurs de trop s'attacher par peur qu'un jour, je vais le perdre. Peur de me perdre. De te perdre, toi. Ouais. Donc, ça, c'est encore autre chose. Donc, si tu as peur de te perdre, ça veut dire que tu as été trop dans la fusion auparavant. Tu as trop donné, on va dire. Tu t'es surinvesti parce qu'il y avait probablement une idéalisation romantique où il y avait trop d'attentes de se réparer, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'avoir quelqu'un qui va te donner tout ce dont tu as manqué, un truc dans le genre. Quelqu'un qui va te sauver la vie, quoi, en fait. C'est souvent ça. Ou le couple vu comme la baguette magique, tu vois. Bon, c'est un peu ça. C'est pour ça que tu t'es un peu perdu dedans, donc tu t'es éteinte. Ok, ça c'est les expériences et la morale de l'histoire, on en est là aujourd'hui. Donc page neuve, ça veut dire que forte de cela, normalement, tu ne peux plus recommencer parce que tu sais, cet espace de liberté, c'est ça. C'est que je sais mettre mes limites maintenant. Je n'ai plus besoin d'un sauveur
Si tu es hétéro, hein, je ne sais pas si tu es hétéro, mais enfin, si tu es hétéro, tu n'as pas besoin de quelqu'un qui vienne te sauver la vie sur son cheval blanc, qui joue à Zorro. Tu n'as plus besoin de ça parce que tu n'as plus besoin de l'utiliser comme tel. Donc, tu vas en mettre moins. Ce n'est pas que tu ne vas pas mettre de l'énergie dans la relation, mais tu vas mettre de l'énergie au bon endroit. Pas en excès, en mode moi je suis là complètement baba et je ferai tout pour l'autre. Donc ça te donnera plus d'altérité en fait. Tu sauras plus facilement poser tes limites si tu as fait le travail tu vois, de savoir qui tu es, de garder ton univers, de ne pas te perdre dans l'eau, de ne pas faire tout derrière, de le suivre comme un toutou partout et n'importe où. Donc ça aussi, ça joue. Mais pourquoi? Parce que tu es devenu un individu beaucoup plus verticalisé, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc, tu as moins besoin de l'autre, tu n'attends pas qu'il te sauve la vie. Et donc, tu es plus construite, en fait. Hein, tu es plus autonome, tu es plus construite à l'intérieur, plus stable. Donc, tu te perds forcément moins. Et ça, ce sont des acquis que tu dois sentir quand tu redémarres une prochaine relation. Tu dois sentir que tu es plus verticalisé. Mais je le sens, par contre, je pense que je suis encore animée avec le rêve romantique. Parce qu'en plus, moi, mes parents, ça fait 25 ans qu'ils sont ensemble. Mais de famille recomposée. Donc, pour moi, c'est possible qu'on puisse possible. Ensemble. C'est pour ça que je suis là aussi aujourd'hui pour comprendre, mais il y a aussi il y a plein de moyens d'évoluer ensemble. Tout à on va les voir. Il y a aussi sortir entre la lune de miel et la réalité. Oui. Et quand tu vois ces couples qui durent, comme le modèle de tes parents, même si c'est un couple recomposé, peu importe, ça fait longtemps qu'ils sont ensemble et qui font durer leur histoire, eh ben, cet amour profond, tu vois, c'est un amour pas de besoin, mais tu vois, l'amour de l'autre, il va me sauver la vie, c'est un amour de besoin. Puis c'est souvent Eros aussi. Il peut y avoir Eros là-dedans qui s'y mêle. Là, c'est plus un amour de présence. On est en présence l'un de l'autre, on n'attend pas tout l'un de l'autre, et on chemine chacun à côté, tu vois, c'est ce que disait Khalil Gibran sur la poésie où il disait comme ça, on est deux piliers d'un temple, mais on n'est pas côte à côte, si tu veux. Les piliers soutiennent le toit du temple, parce que si on est trop proche, si on est trop fusionnel, et poum, ton temple, il ne tient pas. Donc il y a quelque chose de cette verticalité qui est à chercher. Hein. Et je pense que les couples qui marchent bien et qui durent longtemps comme ça, sauf s'ils te montrent des apparences, mais je ne crois pas dans ce que tu racontes, et qui développent cet amour profond et durable, c'est qu'ils ont quand même chacun leur axe, si tu veux. Ils attendent... Il n'y a pas ce truc où on est tellement dans la fusion et on attend tout de l'autre et l'autre est notre sauveur, ou moi je suis une pauvre petite victime et je ne sais pas mener ma barque, tu vois. Voilà. Quelque chose comme ça. Donc c'est le travail d'individuation que tu es en cours de faire, là, que tu es en train de faire, qui est utile, qui est un travail d'autonomie, de marquer sa singularité, hein, de ne pas chercher à se réparer au travers du couple, ou pas tant que ça, ou si peu. Tu vois. Voilà. Parce que comme je suis passée justement par le chaos avant, mais littéralement, bah oui. C'est comme ça que j'ai après, très bien. J'ai choisi. Tu as basculé. Mais j'ai dû vraiment passer par... Oui, mais ça arrive. Souvent, ces crises chaotiques sont salutaires parce qu'elles t'amènent à te reconstruire de l'intérieur, à trouver tes fondations. Qui tu es, toi, indépendamment d'un autre, d'un couple, d'une cellule couple ou d'une cellule famille. Donc, à partir de là, ce travail d'individuation, il va te servir pour la suite. Donc, tu n'es pas obligé de... C'est pour ça, faire page 9, c'est faire avec ses acquis et ensuite les prouver avec le nouveau que tu vas rencontrer. Parce que tant que tu ne le vis pas, que tu ne descends pas sur le terrain, il ne va rien se passer. Hein. Donc, à un moment donné, il faut y aller dans l'arène. Il ne faut pas rester là. Oui, ben écoute, peut-être qu'un jour, mon prince viendra. J'avoue que j'y vais et je commence un peu à paniquer. Ben oui, mais c'est ça. Alors, l'épreuve de réalité, c'est je vois qu'aujourd'hui, je suis capable de moins rêver du rêve romantique, machin, neuneux, en étant comme ça, complètement baba, et en ne gardant pas mon univers, en le suivant comme un toutou, en m'éteignant. Donc en gardant ta puissance, en fait. Donc ça, il faut l'éprouver, il faut vivre la relation pour que tu puisses sentir ta capacité de poser tes limites, ça oui, ça non, la négociation, hein, ce que tu vas négocier, la communication aussi, on va le voir, mais tout ça, ça fait partie de prendre quelqu'un qui est capable de communiquer, qui ne prend pas toujours le pouvoir sur toi, parce que sinon c'est rédhibitoire, etc., etc. Mais ça veut dire qu'il faut y aller quand même, tu vois, parce que si tu es là en mode j'ai tellement peur que j'y vais pas, bah, il ne va rien se passer, quoi. Il y en a qui sont comme ça, hein. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans ce cas, qui ont été abîmées avant et qui sont... bon, peut-être qu'il y a un temps pour se reconstruire et pas forcément de descendre sur le terrain tout de suite, mais à un moment donné, c'est bien d'ouvrir son cœur et de se dire, je ne vais peut-être pas finir non plus ma vie toute seule, c'est peut-être pas... Il y a des couples qui durent, tu viens de le dire. Donc, pourquoi pas? Il n'y a pas de... Hein? C'est pas parce que mes parents ils sont
sont 25 ans ensemble que j'ai pas peur justement de construire justement. Mais non, mais c'est ça, sortez des peurs qui sont des fantasmes, vivez les choses et puis ajustez au fur et à mesure. Après, vous pouvez toujours se consulter si vraiment vous sentez que ça bug, mais c'est important d'aller sur le terrain, vivre le jeu de la vie, hein, pour moi. Enfin, c'est toujours ce que je dis. Après, sans s'abîmer. Mais quand tu t'es vraiment abîmé, en général, tu ne refais plus exactement les mêmes erreurs. Tu as vu comment tu t'es perdu. Ou alors, si tu répètes, tu refais un tour de manège. Bon, après, le 3e tour, tu arrêtes de faire. Tu ne fais pas 10 tours de manège. Quoi qu'on vit plus longtemps maintenant. Mais enfin, bon, ça peut. Hein. Donc, je suis toujours sur la partie psychologique qui fait que les couples ne durent pas. Après, on verra la partie plus sociologique, mais la partie psychologique, c'est souvent la communication. Je parlais de la communication. Il y a souvent beaucoup de communication inaboutie, beaucoup d'incompréhension sur les couples au quotidien. Inaboutie, c'est-à-dire qu'on ne dit pas tout ce qu'on pense vraiment, et on appelle ça des communications inachevées. Et donc l'autre interprète, il ne sait pas trop ce qu'on a dans la tête, mais il imagine que, et on ne sait pas... on ne peut pas pardonner puisqu'on ne sait pas vraiment raconter l'essentiel. Où on parle un peu en surface, mais on ne parle pas profondément de notre intimité. Donc du coup, cette mauvaise communication qui est défaillante, c'est quand même un des grands motifs de rupture chez les couples. Vous avez dans les grands motifs de rupture, vous avez l'infidélité, ça c'est un des gros trucs, et vous avez les problèmes de communication défaillante, où vraiment comme c'est un savoir-faire et c'est une compétence. Ceux qui n'ont pas cette compétence et qui ne savent pas se remettre en question et qui n'ont pas envie d'apprendre à communiquer, c'est un peu cuit d'avance, quoi. Vous aurez du mal à faire des couples longs, si ce n'est des couples un peu symbiotiques, papa-maman, ou des couples de confort, voilà, qui ne sont pas vraiment des couples d'amour profond. C'est des couples qui sont des colocs, quoi. Bon, pourquoi pas après, hein, moi je ne juge pas. Hein. Oui, alors, la problématique, les couples qui vont avoir du mal à durer, mais sur le long terme, là, 7 ans, 8 ans, 10 ans, etc. Parce que, comme il y a il y a quand même beaucoup de désaccords à un moment donné, l'autre n'étant pas parfait. En sa demeure, personne n'est parfait, vous n'aurez jamais un partenaire parfait, donc il y aura toujours des moins. Au début, il y aura plein de plus, puis à un moment donné, vous allez trouver tous les plus du début, vous allez trouver que ça fait du moins après, en fait. Vous allez commencer à détester ce qui vous a attiré. Forcément, l'autre va vous déplaire, il ne vous correspondra plus tant que ça. Bon. Ou alors vous allez vous ennuyer, vous allez chercher mieux là-bas, puisqu'on est dans une société de consommation et d'abondance, il y a toujours mieux là-bas. Donc voilà, donc tôt ou tard, il sera décevant, ou elle sera décevante. Bon, c'est comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? En plus, il y a du ressentiment par rapport aux conflits, aux désaccords, aux écarts de valeur. Donc souvent, les gens sont déçus, désillusionnés, et le ressentiment s'installe, plus de la culpabilité à ne pas être à la hauteur de son idéal du moi. Par exemple, je suis quelqu'un d'un peu sauveur ou de sauveuse, et puis d'un coup, j'ai mes limites, je ne le soutiens pas, je ne la soutiens plus, je me sens nulle, ou alors je la trompe et que je ne devrais pas, et que ce n'était pas écrit dans le contrat, j'avais signé au départ sincèrement que jamais je la tromperais ou je le tromperais, puis d'un coup, paf, je ne sais pas ce qui m'a pris, hop, grosse culpabilité, bon, etc. etc. Hein. Donc ressentiment, culpabilité de ne pas être à la hauteur souvent de ses propres attentes sur le couple. Et du coup, tout ça, ça s'enquiste. Et ça fait des raisons, hein, souvent, que les couples anciens qui rompent parce qu'ils n'arrivent pas à refaire page neuve, à faire reset sur toutes ces problématiques de trahison, toutes ces dynamiques qui se sont installées, où il y en a un qui s'est éteint, l'autre qui a pris toute la place, et que chacun n'a pas pu remanier, hein, n'a pas pu dire on va faire autrement et on repart dans un autre sens. On remanie, on repart dans un autre sens. Il y en a souvent un des deux qui lâche l'affaire. Il faut être deux. Hein, s'il y en a un qui sort du bateau, ou qui quitte vous êtes sur un bateau, Titi et Toto sont dans un bateau, Titi tombe à l'eau, qu'est-ce qui reste? S'il n'y en a plus qu'un qui reste, vous n'allez pas rester tout seul très longtemps. Donc, si l'autre n'y croit plus au remaniement du couple et à prendre sa part de responsabilité et à remanier, parce qu'il y a trop de ressentiment, de culpabilité, difficulté à pardonner, à faire reset, à faire page neuve, à partir de tout ce qui s'est passé avant, ça ne partira pas. Il faut que les deux, pour passer sur les obstacles et sur certaines crises, il faut que les deux mettent de l'énergie au service de leur relation, mais pas un peu d'énergie, beaucoup d'énergie. S'il y en a un qui adhère pas, qui ne croit pas, qui n'est pas motivé, c'est mort.
c'est même pas la peine, ça fait pou, pou, pou. Donc souvent, on les voit arriver en thérapie de couple. Il y en a un qui est archi motivé parce qu'il a peur de perdre et il y croit. Et il y en a souvent un des deux qui aimerait bien parce qu'il est attaché, mais bon, il y croit moyen, quoi. Voire il y croit plus. Et donc ça fait, ça fait ce que j'ai dit. Toto est parti du bateau. Et donc, boum, ça va capoter. Donc, et c'est très difficile, effectivement, je ne dis rien, c'est extrêmement compliqué de faire fi de toutes ces expériences qui ont parfois, hein, quand tu dis « je suis passée par le chaos », imagine, tu reprends avec ton ex, mais il y a eu tout ça qui s'est passé avant, comme s'il fallait tout oublier, hop, on repart à zéro, alors qu'il y a eu toutes ces mémoires de tout ce qui a été vécu, qui ont été dures pour toi. Et non, mais imagine, remanier, repartir à partir d'une crise, on peut. Mais ça veut dire, tu vois, des fois, il y a eu du dur quand même. Et donc, c'est faire reset. On le voit sur l'infidélité. Il y en a qui disent, ça sera le sujet d'une prochaine conférence, peut-on surmonter une infidélité? Il y en a qui disent, mais non, mais moi, je peux pas, elle m'a trahi. J'étais interviewée sur un RMC là, cette semaine sur cette question. Vous avez... là, ça fait partie des trucs de divorce, ça, de rupture de couple, infidélité. Vous savez que votre meilleur ami... est cocu, enfin, vous êtes super amis et vous savez qu'il est marié et que il trompe sa femme, en fait, votre ami est trompé. Est-ce que vous dénoncez? Est-ce que vous dites à votre ami que l'autre, son conjoint est volage, est infidèle ou pas? Donc ça, c'est une question. Hein. Il y en a plein qui disent oui, l'amitié, c'est ce qu'il y a au-dessus de tout, donc il faut le dénoncer, il faut dire que là... Bon, bref, et des fois, c'est pas tout à fait évident. Il y en a, une fois, il y en a une qui est arrivée qui m'a dit « Oui, mais ma copine, elle m'a dit, elle a dénoncé mon mari, mais moi, j'aurais préféré pas le savoir, parce que maintenant, voilà, je suis dans la merde. » Et puis, il y en a d'autres qui disent « Oui, mais c'était juste pour un plan d'un soir, et c'était pas si grave que ça, mais un plan d'un soir, c'est rédhibitoire, c'est 10 ans de vie commune terminés, au revoir. » Donc, des fois, il y a des trucs comme ça. Donc, bon, chacun ses représentations autour de la fidélité, mais c'est important parfois de voir qu'on peut avoir du ressentiment ou une fixation, une certaine représentation figée de quelque chose. Par exemple, ici, dans l'exemple que j'ai donné, non, c'est comme ça, même un coup d'un soir, c'est fini, c'est pas possible, même 10 ans, hop, les enfants, tout ça, au revoir, terminé, tout le monde descend. Et donc, ça peut accroître les ruptures. Et pourquoi pas? Moi, je ne suis pas contre, c'est juste de voir le fonctionnement de certaines personnes. C'est un fonctionnement rigide, mais qui est très lié à leur histoire, à leur éducation, à la morale. C'est comme ça, c'est respectable. C'est juste que des fois, ça crée des figements, des représentations fixées, et donc des ruptures souvent violentes qui entraînent des divorces. Et ça peut accroître... souvent des interprétations ou des malentendus. Mais c'est difficile, ça reste quand même difficile pour nous les humains de faire reset. Hein. Quand on a des couples longs, de faire reset, c'est-à-dire d'oublier tout ce qui a été abîmé, tous les conflits, les désaccords, les éloignements, enfin tout ça. C'est difficile de remettre les pendules à zéro. Bon, après, il y en a qui arrivent hein, dans les crises. Heureusement. Hein, autre raison, là on était plutôt dans le psychologique, hein, de voir l'impact des types d'attachement, des traumatismes de l'enfance, c'est la partie usure. L'usure, l'ennui, l'usure, le quotidien. Donc la courbe naturelle, c'est idéalisation, puis désillusion. Et puis les couples qui durent, c'est négociation et puis une forme de maturité, c'est-à-dire de ne pas chercher de l'intensité amoureuse à fond, de l'éros tout le temps, en tout cas pas dans une forme de couple traditionnel. En tout cas moins, voilà. Et oui, ça je l'ai dit. Ah oui, dans le couple au quotidien, qu'est-ce qu'on trouve aujourd'hui à notre époque? Ces histoires de notifications, vous savez qu'on a... C'est merveilleux, on a beaucoup de téléphones et voilà, vous êtes tous sur vos téléphones, il y en a qui sont encore en train de pianoter sur leur téléphone. Et en couple, quand vous avez votre partenaire, ça se voit beaucoup chez les jeunes, hein, qui vérifient leurs notifications toutes les 5 minutes et leurs messages privés. Et donc la qualité des moments passés ensemble, souvent elle chute.
parce que l'autre il est toujours plongé dans son téléphone, on ne sait pas trop ce qu'il fait d'ailleurs, et sur ses réseaux, sur je ne sais pas quoi, sur ce qu'il veut d'ailleurs. Mais du coup, les communications sont plus virtuelles avec autrui qu'en présentiel avec son partenaire. Et ça, c'est assez dommageable. C'est l'histoire de l'addiction aux réseaux sociaux, de l'addiction au téléphone. Hein. C'est comme si on a besoin de ces shoots à la dopamine et qu'on a du mal à rester vraiment en présence, en qualité de présence avec notre partenaire de couple. Alors, avant, ça n'existait pas tellement, ces problèmes de communication virtuelle. Maintenant, ça vient vraiment créer une ingérence dans les couples aujourd'hui. Ou alors, on voit aussi avec ces histoires de nouvelles technologies qu'on va partager nos problèmes personnels, nos confidents sont plus des connaissances en ligne. On va peut-être plus raconter avec nos amis en ligne. On va réseauter, on va textoter, plutôt qu'avec notre partenaire de couple qui n'est plus forcément notre confident. Alors qu'avant, on n'avait pas tellement tout ça à disposition. Donc on arrivait le soir après le boulot, à qui on racontait nos problèmes du boulot, nos malheurs, à notre partenaire de couple. Maintenant, on textote à tous nos potes qui sont sur notre téléphone. Et voilà, ça peut appauvrir la communication. Réfléchissez aussi à ça, à la qualité de communication que vous avez avec vos partenaires, avec les histoires des nouvelles technologies, le téléphone, les réseaux sociaux, les mails, etc. Est-ce que ça ne vient pas interférer, créer une forme de parasitage de la qualité de la relation, du lien, hein, qui est souvent moins ténu. Ça crée de toute façon un problème de communication. Alors, t'entends pas? Est-ce que tu peux... Je vais redire ce que tu dis. Ça crée un problème de communication. C'est un problème de communication qui existe dans la société. Je veux dire, oui, pas oui. que dans Mais c'est sûr. Le travail, c'est dans les transports publics. Ah bah oui, tout le monde quelque part. Partout. Non, ça marche. Oui. Dans la rue, tu marches comme ça avec ton téléphone, tu te prends ping. Oui. Oh, j'ai pas vu le poteau. C'est un problème générationnel. C'est un problème générationnel. Tout à fait. Moi, je le décline sur le couple parce que c'est vrai que c'est mon sujet. Mais tu as raison de le dire que on le voit partout. Oui. Bon, quand tu arrives en tram, Partout. Dans les magasins, dans le restaurant, partout. Oui. Partout. Oui. Bon, écoute, ma foi. Mais c'est à vous de... après, c'est à vous de contractualiser quelque chose au sein même du couple. Hein. Bon. Autre problème aussi, mais là, j'en ai pas parlé, mais juste pour le glisser, mais ça peut faire partie des ruptures. C'est quand vous avez des enfants, à la période où il y a des enfants qui sont petits, il peut y avoir une période de surstress avec la logistique, l'éducation, la parentalité, la surcharge de travail. Donc tout ça fait que le couple passe à la fin ou la femme part sur l'enfant et donc s'intéresse plus à son mari. Enfin, des tas de trucs comme ça qui sont liés à la parentalité et qui fait que le couple se désagrège, qu'il y a des ruptures dans cette aventure du couple qui devient famille. Voilà, parce que trop de stress. Il faut faire attention que quand on est trop stressé et que c'est lié à la vie qu'on mène, à la vie moderne qu'on mène, on a très peu de marge pour gérer la relation, en fait. Mais toutes les relations, pas que la relation de couple. Mais la relation de couple, quand elle dure un certain temps, pas quand vous êtes dans les débuts, parce que là, vous êtes marché un peu sur des œufs, mais quand ça dure et que vous êtes un peu en sécurité, quand vous êtes un peu énervé, vous balancez sur les enfants ou sur le conjoint. Hein, vous déchargez, en fait. Donc, les poubelles ne sont pas rangées, crac, je ne sais pas, il n'a pas servi le repas ce soir alors que vous avez fait la cuisine le matin, ça c'était moi hier, ça m'a énervée. Donc je me suis énervée dessus. Pourquoi? Parce que j'étais fatiguée, en fait, parce que j'avais mal dormi la nuit d'avant. J'aurais bien dormi la nuit d'avant, j'avais plus de marge, moins de stress, et donc ça passait mieux. J'envoyais pas le scud comme ça. Vous voyez? Donc c'est important que toutes les personnes qui sont en sur-régime de stress vont avoir de l'irritabilité, de l'impulsivité qui va sortir comme ça. Donc elles vont se défouler sur leur conjoint ou sur leur gosse, mais c'est moyen. Donc impulsivité, irritabilité, ou d'un coup elles pleurent, elles ne savent pas pourquoi. Donc une émotionnalité labile comme ça, mais ça c'est parce que vous êtes trop en stress. Donc, il faut savoir gérer son stress. Et dans des périodes c'est vrai qu'il y a des périodes avec les enfants, le boulot, le machin, les déplacements, les ci, les mi. C'est compliqué de gérer son stress, n'empêche que ça doit devenir une priorité.
Parce que sinon, ça rejaillit sur tous vos domaines. Vous êtes moins bon au boulot, mais vous êtes moins bon aussi avec votre partenaire de couple. Et l'autre, il prend la sauce, quoi. Ou les enfants, ils prennent la sauce. Donc ça, c'est moyen. Hein. Donc voilà, donc c'est important de voir que ça peut créer des ruptures, mais parce que vous ne savez pas gérer votre stress, en fait. Prenez pas soin de vous. Oui, alors l'infidélité, je l'ai dit. Hein, alors l'infidélité, c'est quand même majoritairement ce qui crée les ruptures de couple. Hein, c'est quand même 70% qui rompent à cause de ces problématiques d'infidélité. Ça passe mal encore en France. Ce qui est contrarié, c'est parce que en plus, avec les sites de rencontres, avec les réseaux sociaux, bah, ça favorise les rencontres hein, et le passage à l'acte. Moi, je le vois sans cesse hein, dans mes couples. Hein. C'est quand même souvent... c'est vrai qu'avant, il y avait moins ces facilités d'accès, quoi. Donc les gens étaient moins tentés, donc étant moins tentés, ils rencontraient moins facilement, donc forcément, il y avait moins de passage à l'acte. Mais après un acte d'infidélité, ça sera le sujet de la conférence d'après, c'est comment rétablir la confiance après un sentiment de trahison. Voilà, ça va être... Parce que la base, c'est la confiance dans un couple. S'il n'y a pas cette sécurité, ce sentiment d'avoir confiance en l'autre, c'est mort. Vous ne ferez pas de couple. Vous ferez autre chose. Vous ferez de la coloc, vous ferez du sex friend, vous ferez tout ce que vous voulez. Mais vous ne ferez pas un couple s'il n'y a pas cette base de confiance. Voilà. Et aujourd'hui, au niveau de nos injonctions, là, on est plus dans quelque chose de sociétal. On veut aimer être aimé, et on y tient beaucoup à cet idéal romantique, mais on veut beaucoup être libre. Alors le mot liberté, il est beaucoup dans les mentalités. Hein. On entend ah, liberté, je veux ma liberté, ma liberté. Longtemps je t'ai cherché, ta 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 ta. Bon, voilà. Et donc, et ça, les gens ne se questionnent pas. À chaque fois que j'en ai un comme ça en consulte, qui dit ma liberté, je veux ma liberté. L'autre m'empêche d'être libre. Je leur dis mais attendez, on va remettre. Est-ce que vous êtes vraiment libre? Parce que dans le mot de liberté, ça veut dire que vous ne voulez pas de contraintes. Vous voulez pas de cadre, pas de contraintes. Vous voulez faire que ce que vous voulez, quand vous voulez, tout le temps, à n'importe quelle heure, avec qui, n'importe quoi. Mais c'est juste pas possible, parce que même si vous avez accès à tout ça, vous ne serez pas non plus heureux. Parce qu'on a besoin d'un certain cadre, d'une certaine... voilà. On est libre dans un certain cadre, en fait. Et donc, quand on veut tout, on n'a plus rien. Quand on veut tout libre, tout partout, tout le temps, et tout ce qu'on veut, et dans le futur, tout ce qu'on veut, finalement, on se positionne nulle part, et à force d'avoir de l'abondance, on se met nulle part, on ne choisit pas. Donc voilà, donc ça ne rend pas heureux. Donc c'est le paradoxe du désir. Le désir, c'est d'être libre, libre d'avoir tout ce que je veux, libre de désirer tout, que personne ne m'interdise quelque chose. Et en même temps, c'est compliqué, parce que ne pas choisir quelque chose ou quelqu'un, ne pas se positionner, ça veut dire renoncer et accepter la frustration, de ne pas avoir quelqu'un de parfait, ben c'est de jamais, de papillonner, de jamais se poser quelque part. Et du coup, ça part aussi en sucette. Donc il peut y avoir des personnes qui ont peur de l'engagement avec toute cette version de la liberté. La liberté, comme j'ai eu des parents qui m'interdisaient tout, ou j'étais dans une institution religieuse où on m'interdisait tout, donc maintenant je serai libre. Bon, voilà. Et donc... Alors, bon, libre et heureux, moi je veux bien, mais je questionne souvent cette idéologie de la liberté qui ne veut pas dire grand-chose en réalité. En plus, quand je vois combien les gens ne sont pas libres, et y compris moi, de tout ce que j'ai dit, de toute la partie psychologique, les schémas qui se répètent, les blessures de l'enfance, le transgénérationnel, les machins, tout ça, alors là, quand on se dit je suis libre, moi j'y crois pas un seul instant. Alors, rien à dire du tout. Bon, et alors, autre chose à notre époque... Aujourd'hui, il y a une tension, on veut la fusion. La majorité de mes patients, quand même, ils cherchent la fusion. Il y a un rêve de fusion. Désolée, je suis sûre que vous aussi. Il y a quand même un rêve, une aspiration à la fusion. La fusion, c'est la grosse connexion, la connexion parfaite. Sexe, cœur et plus haut, on est en connexion, on est là, waouh, c'est trop bien, c'est trop bon. C'est le rêve de la fusion. Mais ce rêve de la fusion, il est super sympa. Il est même super sympa à vivre, à explorer, à visiter. Sauf qu'on veut à la fois cette fusion, et on ne veut pas la lâcher, et à la fois on veut l'altérité, c'est-à-dire on veut quelqu'un qui nous foute la paix, qui ne soit pas collé à nos baskets tout le temps, qui n'exige pas grand-chose, qui nous laisse notre espace, voilà, qui ne nous demande pas, on veut notre liberté aussi. Donc on veut cette égalité aussi, hein, et on veut la fusion. On veut les deux. Et c'est assez antinomique, en fait, de chercher à la fois la fusion, l'espace fusionnel tout le temps, et à la fois cette individuation
où on est chacun chez soi. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on voit apparaître ces nouveaux modèles. On ne veut pas faire couple dans la même maison, mais on veut faire couple. La plupart des gens qui n'ont pas d'enfants, ils veulent faire couple dans 2 maisons différentes. Ils veulent à la fois la fusion des moments de retrouvailles, mais ils n'ont pas envie de tout partager, de trop de fusion, d'avoir tout devant son nez là, tous les jours et tout le temps. Donc il y a cette dynamique qui est quand même assez probante aujourd'hui, hein, ce questionnement des modèles amoureux, où ceux qui ont les moyens, évidemment, je ne parle pas des pays en Inde où on a vu, ils ne sont pas éduqués comme nous, mais nous, on peut réfléchir à l'épanouissement individuel et amoureux. Et on voit que le modèle le plus choisi aujourd'hui, c'est chacun chez soi et Dieu pour tous, quoi, hein. Donc on se voit quand on a envie, mais on ne se remet pas sous le même toit, en tout cas pour les gens qui n'ont pas d'enfants. Pas ceux qui font des enfants, mais après. Donc c'est une norme sociale maintenant ici, hein. Oui, les difficultés financières peuvent être des causes de rupture. Ah, les femmes accordent plus d'importance. Alors, les femmes rompent plus facilement que les hommes, quand même, encore aujourd'hui, en tout cas en France. Pourquoi ? Parce qu'elles ont souvent elles sont plus courageuses. Elles ont plus d'écoute émotionnelle, c'est-à-dire qu'elles sont plus à l'écoute de leurs émotions. Très souvent, hein, malheureusement, c'est encore le cas. Je fais une généralité, c'est pas pour tous les hommes, mais souvent, ils peuvent moins s'écouter et donc perdurer dans une relation par peur de perdre un certain confort ou de se retrouver tout seul après. Et donc certains hommes vont s'asphyxier dans une relation ou s'éteindre dans une relation qui ne va pas leur faire du bien, où ils vont s'abîmer parce que justement, ils ne s'écoutent pas assez, que les femmes s'écoutent plus. On leur dit quand elles sont petites, vous avez le droit de parler avec vos copines et de parler de vos problèmes et de vos malheurs, alors que les hommes, ils doivent être durs et aller à la chasse. Bon. Elles ont souvent, ça peut être aussi des raisons, hein, elles ont encore aujourd'hui plus de charge mentale, plus de par rapport à la parentalité ou à la logistique, etc. Donc quand ça devient inégal, ça dépend des femmes, hein, des couples, mais si ça devient inégal et que ça pèse trop sur elles en termes de stress, elles peuvent rompre en disant j'ai encore un 3e gosse, mon mari c'est encore un gosse de plus à la maison, donc on arrête tout ça, on arrête les frais. Débrouillez-vous sans moi. Moi, je n'ai pas besoin d'un 3e enfant à la maison. Donc ça fait partie aussi des ruptures conventionnelles, hein, parce qu'il n'y a pas assez d'égalité dans le partage. Et les femmes aussi attendent plus de connexion que les hommes en général. Donc les hommes peuvent se satisfaire plus longtemps de relations où il y a moins de connexion, où c'est moins parfait, où ça va à peu près. Il n'y a peut-être plus de sexualité, c'est pas grave pour certains, où il n'y a plus assez de communication, c'est pas grave. Voilà. Alors je ne dis pas tous, là c'est une généralité, hein, mais ça dépend parce que j'ai aussi en patientèle des hommes qui sont très féminins, hein, un pôle féminin très développé et qui veulent beaucoup de communication. Donc c'est pas quand même des hommes en chemin qui ont une polarité féminine développée. Hein. Je ne suis pas en train de débattre sur tous les hommes. Une des grosses raisons des ruptures, c'est les conflits. Hein. Les conflits, ça c'est... Ouais. Bon, allez-y. Alors, pour moi, pourquoi les couples ne durent pas et qu'est-ce qui pourrait faire en sorte... Oui. Alors, attends, est-ce que tu peux lui passer... je vais juste terminer ce que je voudrais dire et après je te laisse la parole. Pour moi, ce qui est majoritaire, quand je vois pourquoi les gens rompent, et que je me dis, mince, ils auraient pu sauver leur couple quand même. Il y en a, je me dis, mieux, il faut que ça s'arrête là parce que c'est une catastrophe. Hein. Ils se sont tellement mis en danger au niveau de la santé qu'il vaut mieux que ça s'arrête. Et d'autres, je me dis quand même, ils auraient pu remanier un peu, quoi. Et je pense qu'à ce moment-là, ce qui n'est pas vu, c'est les véritables problèmes. Ils sont au niveau des symptômes. C'est difficile de mettre de la clarté sur le problème. En général, ils arrivent avec des symptômes. Oui, ça ne va pas, je me sens fatiguée, on se fait des reproches, oui, j'ai l'impression que l'autre m'empêche d'être libre, je me sens enfermée. Enfin, ça, c'est les symptômes. On ne voit pas où est le problème. Donc, le problème, c'est difficile à le trouver parce que c'est très lié à des dynamiques comme ça, comme sauveur, persécuteur, victime. Enfin, c'est tout ce que j'ai dit auparavant. Donc, en général, les personnes ont beaucoup de mal à mettre de la clarté sur les vrais problèmes. C'est pour ça qu'ils ne remanient pas le couple. Ils se quittent sans avoir pu remanier.
Et malheureusement, c'est pas évident. C'est pas évident de voir quel est le problème, parce que quand on est confus, hein, quand on est dans le système, déjà on a du mal à se comprendre soi. Alors en plus, comprendre l'autre derrière les apparences. Là, j'avais par exemple une jeune fille hier qui me disait non, mais moi je peux plus, je vais arrêter, là j'arrête parce qu'il ne me respecte pas, ça c'est inadmissible, il m'a dit ça, il m'a fait ça. Alors, je ne me rappelle même plus trop de l'exemple, mais il m'a fait ça, non, ça dans un couple ça passe pas, non, il ne me respecte pas. Alors elle était perchée sur son truc, mais pourquoi pas, après moi j'écoute comme ça. Puis je me dis, mais si elle cherche à comprendre, c'est comme le mensonge pareil, si elle cherche à voir pourquoi il en arrive à ça, pourquoi il arrive à être tellement dans le reproche, et à lui envoyer des... Je crois qu'il lui parle de ces trucs, je sais pas, sur ses histoires familiales d'avant, en lui disant que ça aurait pas dû arriver, je sais pas quoi, bon bref, peu importe. En tout cas, elle est archi blessée, susceptible à la critique et tout. Et elle dit, il ne me respecte pas, donc je le quitte. Mais en fait, elle ne voit pas que si lui, il l'attaque, il ne peut pas s'empêcher de l'attaquer parce que lui-même est blessé et qu'il est sur sa défense. Et c'est ça le truc de l'empathie. Et en général, les gens, ça fait partie des problèmes, les gens manquent d'empathie parce qu'ils ne voient pas derrière les apparences. Ils ne voient pas que l'autre, quand il est en mode survie, attaque, fuite, figement, c'est qu'il est lui-même pris dans ses filets de ses propres systèmes de défense. Donc le contenu, tu attaques sur les failles en fait. Il l'attaque là où il sait que c'est fragile sur elle. Sinon, ça ne va pas marcher. Donc voilà. Et ça, c'est intéressant que vous ayez ça en tête. Que souvent, quand vous n'avez pas de marge et que vous êtes asphyxié, là, que vous dites « Oh là là, c'est juste pas possible, il m'a trahi, il ne me respecte pas, c'est inadmissible, enfin comment ?» C'est que vous n'avez pas de marge pour voir que l'autre, c'est son système de défense qui l'oblige à se comporter comme ça. Il ne peut pas faire mieux que ça. Et bon, après, ça ne veut pas dire que vous allez peut-être faire un pas de plus, mais parfois, cette empathie peut débloquer. Voilà. C'est dire, de voir derrière les apparences, ce qui se cache derrière. J'avais un autre couple hier, c'était pareil. Lui, il était vraiment triste parce qu'elle l'avait lâché, en lui disant un faux motif qui était oui, on habite à distance, moi je suis en Arabie Saoudite, toi tu es à Paris, donc j'ai l'impression que tu veux, on en a déjà parlé, mais tu ne veux pas faire un projet couple. Bon, tu n'as pas l'impression de te motiver pour faire un projet couple avec moi en négociant un endroit où on irait ensemble. Mais en fait, ce n'était pas ça le vrai problème. Ce n'est pas le problème. Le problème, c'est qu'elle est plus amoureuse de lui parce qu'elle aime l'intensité. Et ça fait, depuis qu'ils sont comme ça, comme trois pommes qui se connaissent, et elle est amoureuse de l'intensité. Et à force de le connaître, c'est moins intense. Voilà. Bon, ça, c'est le vrai problème. Et ce n'est pas le truc des apparences. Alors, c'est intéressant de voir, c'est quoi le vrai problème qui se cache derrière le monde des apparences, du symptôme que, soi-disant, on se quitte à cause de ci, ça, mi. Donc, c'est ça, notre fonctionnalité, le boulot des thérapeutes, c'est en général, mettre le doigt sur le vrai problème. Parce que tant qu'on ne voit pas le vrai problème, il n'y a pas d'option. Les options viennent de la clarté du problème. Les options, c'est-à-dire comment on peut faire autrement. Sinon, vous tournez à la périphérie, vous n'allez rien voir du tout. Voilà, moi, c'est ce que je remarque. Ah oui, tu voulais dire quelque chose. Excuse-moi. Je donne la parole. Oui, c'est bon, ça marche, ça marche. On t'entend. À une époque, j'avais repris les études, j'étais vieil étudiant, la copine, elle travaillait. Ça a foiré, elle me reprochait que j'étais encore étudiant, alors que c'était problème financier peut-être. Ouais. Mais en vrai, elle avait trouvé un autre, elle est partie avec lui, avant qu'on se sépare même. Et puis lui il travaillait, et puis elle a fait femme à la maison, elle a élevé un poste de gosse, mais elle me reprochait de ne pas bosser, mais alors, elle n'a pas bossé. Ah oui, mais bon... Et encore maintenant, elle ne bosse toujours pas. Ça fait 25 ans. Oui, mais peut-être que ce n'était pas une femme qui te correspond, alors, en fait. Qu'est-ce que vous comprenez ? Que ces représentations, c'était des représentations de nos grands-mères. Hein. C'était, j'ai besoin de un homme est là pour me protéger, je vais me faire entretenir financièrement, et puis j'ai peut-être pas trouvé mes compétences ou ma voie pour me mettre en chemin. Si tu veux, tu vois, si je reste à la maison à élever mes gosses et que soit c'est ma vocation, soit c'est parce que je pense que je n'ai pas d'autre choix. Je ne sais pas faire autre chose de ça. Mais ça ne parle pas de toi, hein, ça parle d'elle. Elle avait fait des études d'orthophoniste, elle s'éclatait dans ce métier. Ben, ouais. Je trouve que c'était dommage
Mais ça, c'est toi, mais après, elle a fait son choix. Est-ce vraiment des choix, d'ailleurs? J'ai parlé tout à l'heure, faisons-nous vraiment des choix? Ou est-ce que ce n'était pas un modèle qu'elle répétait de sa mère et de son père, où elle a fait comme sa mère, ou comme sa grand-mère lui a dit que quand on est en couple, il faut servir l'homme et faire des enfants et être mère poule. Je ne sais pas, moi, qu'est-ce qui s'est passé, quelle est cette représentation et peut-être toi, tu vois de ta perspective qu'elle s'est sacrifiée, peut-être qu'elle ne s'est pas sacrifiée, moi, j'en sais rien. On ne peut pas savoir pour les autres. En fait, ça parle de toi et de ta déception que cette femme que tu aimais, elle est partie sur un homme qui l'entretient et qui finalement, voilà, bon, c'est son truc. Et puis j'ai bien vu venir. Et j'ai mis des années avant que le soleil. Et ben voilà, donc après c'est le deuil amoureux. On part dans un autre sujet. En fait, tu as fantasmé sur un idéal. Enfin, tu as fantasmé, comme l'histoire est inachevée, tu as fantasmé. Le problème des histoires inachevées, c'est que vous pouvez rêver à donf, quoi, puisque vous ne l'avez jamais vécu dans le réel. Mais si tu l'avais eu au quotidien tous les jours, peut-être que tu aurais moins rêvé. Puisque là, je dis que les couples ont du mal à durer, parce que dans le réel, ça ne soutient pas le rêve. Donc là, vous voyez vraiment tous les jours, à force... alors, vous voyez les bons côtés, hein, mais vous voyez aussi la part de l'ombre de l'autre, quoi. Voilà. Donc c'est très mauvais de continuer à fantasmer sur quelqu'un avec qui tu peux passer ta vie à fantasmer sur une figure idéale, inaccessible, ton inaccessible étoile. Autre problème aussi, alors comment on pourrait faire? Maintenant, je voudrais passer, comment on fait pour que les couples durent plus longtemps, hein, parce que là, on est pourquoi ça ne dure pas. Donc, c'est un peu la face nord de tout ce que je dis. De ne pas mettre sous le tapis tous les sujets qui fâchent. C'est sortir... parce que ça c'est souvent le cas. Moi, par exemple, il y avait un couple comme ça où pendant 10 ans, il y avait un problème. Il y en a eu une qui voulait des enfants, qui ne voulait pas faire d'enfants, et lui voulait des enfants. Et puis, ils n'en ont pas parlé. Voilà, ils ont enterré le sujet. Puis d'un coup, ils se réveillent. Il y a plein de couples comme ça, je vois. Ah, mais on se réveille, on va parler du sujet qui fâche. Ah, ben là, ça ne marche pas du tout. Donc, ils rompent parce qu'ils ont enterré le sujet. Donc, les sujets qui fâchent, c'est important de pouvoir ne pas attendre des siècles avant de les sortir. Parce que ça peut être la sexualité bloquée, ça peut être je ne sais pas quoi. Sortez les sujets, arrêtez de les enterrer sous peine d'avoir peur de perdre. C'est ça qui se passe. Hein. Donc ils sont minimisés, les sujets qui fâchent. Donc il faut en parler d'adulte à adulte, pas en les balançant comme ça sur le tapis, mais avec des protocoles, ce qu'on appelle les diades relationnelles, mettre de la conscience relationnelle. Voilà. Ça peut être la distance aussi, on habite à distance. Est-ce que j'ai encore... Est-ce que vous avez... je l'ai dit. J'ai regardé aussi ce que disait Eva Illouz, qui est une sociologue que j'aime beaucoup. Et qui parlait elle est plus dans la sociologie plutôt, mais c'est intéressant de voir qu'aujourd'hui, ce qu'elle dit, c'est que les rôles amoureux ne sont plus clairs en fait. Les femmes revendiquent plus d'autonomie, les hommes sont parfois désorientés face aux attentes des femmes, et donc ça crée une zone floue, conflictuelle dans les dynamiques amoureuses. Moi, je trouve que ça, c'est assez vrai. Je trouve que ces histoires de lissage des genres, de rôles de genre, les femmes comme les hommes comme les femmes, enfin bon, les valeurs du féminin en haut, alors tout ça, ça a du bon, hein, je ne suis pas en train de nier le truc, mais le fait que ce soit moins clair au niveau des rôles, des postures, de qui fait quoi, et qu'on cherche absolument l'altérité, ça crée pas mal justement de flou, et dans ce flou artistique, comme il n'y a pas de cadre, il n'y a pas de sécurité. Donc les hommes, ils ne savent pas trop qu'est-ce qu'attend de la femme, ils ne savent plus tellement se positionner, ils n'osent pas, ils veulent être gentils, ils veulent être à égalité avec les femmes, et puis après, ils sont trop gentils, ils sont trop mous, et puis après, ils veulent être trop protecteurs, et puis après, alors ça part un peu dans tous les sens. Avant, c'était plus clair, hein. L'homme, il partait à la chasse, la femme, elle faisait les enfants rester à la maison, on ne se posait pas 50 questions. Maintenant, c'est tellement un peu flou, là, le féminin, le masculin, le féminin...
on ne sait plus trop. Et ça donne beaucoup de dynamiques compliquées. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça ne facilite pas forcément la vie des couples. Alors je ne dis pas que c'était mieux avant, ce n'était pas forcément mieux avant parce que c'était tellement rigide que voilà, les femmes, elles n'y trouvaient pas forcément leur compte, et les hommes non plus d'ailleurs, hein, parce que ce n'était pas évident d'être un homme, à être toujours droit dans ses bottes, à partir à la guerre, à être un héros et n'a jamais craqué. Mais c'était des postures comme ça, et c'était prévu par la société. Donc moi je trouve que sa vision est assez juste dans des dynamiques amoureuses modernes qui sont floues et qui créent des zones d'incertitude, et on sait que plus il y a de l'incertitude et plus il y a des problématiques au sein du pouvoir, hein, de dynamiques de pouvoir. Donc réfléchissez quand vous partez en relation pour vous-même, réfléchissez pour vous. Est-ce que, voilà, dans votre posture de femme, si vous êtes une femme, qu'est-ce que vous attendez de l'homme en face, avec un grand H? Si vous êtes un homme, qu'est-ce que vous attendez de la femme en face? Hein. Quelles sont vos représentations par rapport à ça? Est-ce que vous attendez trop? Est-ce que vous attendez pas assez? Enfin, soyez un peu au clair sur vos attentes et les postures que vous prenez quand vous êtes une femme. Est-ce que vous êtes une femme guerrière et que voilà, vous êtes un féminin blessé? Le féminin blessé va partir en guerre contre les hommes, hein, va être en mode revanchard. Et si vous êtes un féminin victime ou un féminin qui attend beaucoup du sauveur, hein, vous partez en mode dépendante. Ça, c'est pour les femmes. Pour les hommes, si vous êtes un homme très sensible, très féminin, bah, vous allez attendre une femme qui est un peu yang, quoi. Donc regardez ça aussi de votre côté, et après vous allez râler qu'elle prend toute la place. Bon, voilà. Et inversement, hein, si vous êtes un homme alpha un peu costaud comme ça, vous allez la soumettre, et puis après vous allez vous ennuyer, quoi. Bon. Donc regardez un peu vos postures, comment vous jouez ce féminin, ce masculin, et en face, qu'est-ce que vous attendez? Ça vous mettra un peu au clair sur est-ce qu'il n'y a pas d'excès dans vos postures internes. Voilà. Est-ce que j'ai autre chose? Oui, alors bon, ce qui aide vraiment à long terme, pour répondre un peu à ta question, là, qui était, mais comment faire durer un couple à long terme à notre époque? Pas si j'étais en Inde, parce qu'en Inde, ou je sais pas, ou en Chine, ou dans des cultures traditionnelles, ou en Afrique, on ne te demande pas ton avis. Pas trop, en tout cas, pas beaucoup. Là, on te demande ton avis. Donc les projets communs, souvent, hein. Alors, il y a les projets communs, mais ça ne veut pas dire tout faire avec l'autre. Voilà, qu'est-ce que j'ai envie de partager avec l'autre? Qu'est-ce que j'ai envie de garder dans mon espace personnel? Ça, c'est important. Je pense que la question du soutien mutuel dans les épreuves reste toujours vraie. La question aussi de la fusion, de la juste distance dans la relation, on le voit aussi dans les couples qui durent longtemps et qui, à la retraite, se retrouvent en face à face et qui n'ont pas été habitués à se retrouver en tête à tête parce qu'ils étaient, dans leur gestion du temps, assez peu ensemble. D'un coup, ils ne se gèrent plus, en fait, hein. Il y en a qui divorcent à la retraite parce que le fait de le voir tout le temps dans le champ, ils n'en peuvent plus. Donc, c'est important de se questionner aussi sur la gestion du temps. Ne pas idéaliser, ce qu'on a dit tout à l'heure, hein, je fais la synthèse, ne pas idéaliser l'autre ou le couple. On peut idéaliser le couple comme étant une cellule magique qui va me rendre tellement heureux ou heureuse que ça va être central dans ma vie. Communiquer de manière authentique, bon, ça je le dis tout le temps, mais je pense que c'est important de revenir là-dessus, hein, de pouvoir parler au fur et à mesure de ce qui va et ce qui ne va pas, de ne pas enterrer les sujets qui fâchent, de parler de vos peurs, ça fait partie, de vos rêves, de vos blessures, de parler de vous, quoi. De se découvrir, de se redécouvrir, ça c'est la partie un peu plus regarder toujours avec un œil neuf. Ça, c'est pas simple, mais ça peut être une posture aussi. C'est une invitation à regarder l'autre comme pour la première fois ou comme pour la dernière fois. J'ai déjà dit, mais je vous le redis. Imaginez, c'est la dernière fois, c'est vos adieux parce que vous allez partir au loin. Est-ce que ça ne met pas plus d'intensité? Souvent. Si vous êtes quelqu'un d'un peu romantique, tragique, vous allez faire des trucs comme ça. Oh, c'est la dernière fois qu'on se voit. Même si vous le voyez tous les jours. Oh, c'est la dernière fois. Bon, voilà. Donc, l'idée étant de redécouvrir, parce que sinon, la routine ennuie, en fait. On le sait, Schopenhauer le disait, les gens qui sont en couple depuis longtemps, ils s'ennuient, ils cherchent ailleurs parce qu'ils s'ennuient.
Ils veulent capter, une fois qu'il est capté, il s'ennuie. Donc, redécouvrir, redécouvrir, dévoiler, redévoiler, c'est une manière de remettre un peu du neuf et de l'intensité. Soignez vos blessures et pas faire payer à l'autre. Et puis surtout, le grand conseil que tout le monde donne, mais que je donne, c'est quand vous allez mieux vous-même, quand vous vous sentez plus stable, bah voilà, forcément, vous allez mieux avec les autres, puisque vous êtes déjà mieux avec vous. Hein. Donc ça, c'est sûr, ça c'est le point 1. Ouais, vas-y. Oui, passez le micro. Bah, tu peux lui faire passer Ah, tu veux dire un truc? Attends, vas-y. Oui, vas-y, je t'écoute. Je ne sais pas si c'est le bon moment pour la poser, mais mon frère, il m'a dit un jour, je ne comprends pas, quand ça va bien avec une nana, il faut que je casse tout. Et moi, je me suis pensé, mais c'est parce que tu es con dans ta tête après. Je ne sais pas qu'est-ce que vous pouvez dire. Non, c'est des comportements d'auto-sabotage, malheureusement. C'est des schémas qui se répètent. Bon, on l'a dit un peu, là, dans les anticipations de peur, de danger. Mais parce qu'il y a des... J'ai pas le droit de mériter le bonheur aussi. Il y a des mécaniques inconscientes qui sont derrière, qu'il faut soulever, et ça on le voit en thérapie. On le fait en général avec le patient pour voir qu'est-ce qui se joue derrière tout ça. Bon, pour qu'il sorte de ces trucs d'auto-sabotage qui sont des conduites dangereuses pour soi. Oui, oui. Après, il faut voir le problème à l'endroit où il est. Ce que j'ai dit, là, c'est le symptôme. Nous, on s'intéresse, c'est quoi le problème, là? Pourquoi t'en arrives à ça? Et en général, on trouve quand on cherche. Moi, enfin, en tout cas, moi, quand je cherche, je trouve. Parce que ma force, moi, c'est de créer le diagnostic. Moi, je suis bonne dans le diagnostic. Après, le suivi, je suis moins bonne. Mais dans le diagnostic, je mets le doigt, là. Le problème, il est là, il n'est pas ailleurs. Donc, tourne pas à droite, à gauche et en bas, en haut. Ici, c'est là le problème. Donc, à partir du moment où tu vois mieux le problème, déjà, il y a plus de clarté et tu peux commencer à chercher les options. Ça s'ouvre un peu. Mais sinon, tu répètes des trucs comme ça et c'est hyper malheureux, c'est tragique. C'est des histoires tragiques qui se terminent mal. Mais malheureusement, ça se répète. Oui, et puis même pour lui, c'est souffrant. C'est bien le problème de la relation amoureuse que tu répètes inlassablement. Moi, je veux bien que tu lui passes... le micro. Merci. Passer. Ça, c'est les fameux schémas répétitifs. C'est pour ça que je donne des sessions sur les schémas répétitifs. Ouais. Hein? Oui, bah ça, après, quand on est en thérapie, moi, je me débrouille avec, mais on ne sait pas si c'est la mère, le père, la grand-mère. Enfin, faut voir un peu, faut détricoter tout ça. Comment on fait en fait pour apprendre à découvrir l'autre quand au fur et à mesure de nos quotidiens, ou même si on apprend à équilibrer entre la fusion et avec soi-même et tout ça, on apprend à connaître l'autre, sa personnalité, ses réactions, ses défauts, ses qualités, et en plus on change toute notre vie, donc forcément on apprend toujours à connaître un peu l'autre, mais il doit y avoir quand même une base où on sait déjà plein de choses. Oui. Et comment on fait pour en fait s'émerveiller tout le temps en fait c'est ne pas prétendre savoir. Okay. Tu vois, c'est ça qui fige, c'est la représentation. Nous, on est des êtres mentaux, beaucoup mentaux, surtout à notre époque, où on est beaucoup dans notre tête à penser le monde, à savoir plein de choses et moins à sentir. À moins sentir, on pense plus qu'on sent, malheureusement. Donc, du coup, ça fait que tu crées des représentations sur l'autre. Je sais que, tu viens de le dire, je sais qu'il fonctionne comme ça, qu'il aime ci, qu'il n'aime pas ça, que là, il est un peu mou, là, il est un peu impulsif, là, tati, tatata. Bon, tu sais plein de trucs. Et à force de savoir plein de trucs, ça fige, ça empêche de découvrir quelqu'un sous d'autres angles. C'est problématique. Donc, je dirais peut-être passer de la tête au corps ou aux sensations ou aux sensitifs, si tu veux, tu vois, pour se découvrir peut-être autrement que par la pensée. Donc il y a la communication verbale, mais tu as plein d'autres formes de communication. Tu as la communication non verbale, tu as la sensualité, tu as le tactile, tu as le jeu. Il y a peut-être des dimensions qui n'ont pas été explorées
que celles qui sont connues, tu vois, et on parle, on bavarde, on fait à manger, on fait du bricolage, on fait les courses, on fait... Bon, très bien. Mais il y a peut-être à explorer autre chose que simplement la pensée, tout ce monde cognitif qui fixe des représentations avec des convictions, des croyances. Je sais que tu es comme ça, et puisque c'est comme ça, tu ne seras pas comme ça, et tu ne pourras jamais me faire un cadeau, et tu ne me souhaiteras pas mon anniversaire, et c'est fini, et je t'en veux, et tatati. Bon, voilà. Pendant ce temps-là, la vie passe, et on n'est pas dans le corps. On n'est pas dans le cœur, on n'est pas dans le cœur, en fait, on n'est pas ouvert, on est fixé là. Bon, c'est un classique, je fonctionne comme ça aussi, hein, mais c'est important de s'observer fonctionner et peut-être de se dire, je peux aussi redescendre, soit dans le cœur, soit dans mon sensoriel ou mon sensitif, et explorer d'autres choses. C'est pour ça que je t'avais dit, regarder l'autre comme pour la première fois, c'est-à-dire voir toutes tes projections, toutes tes représentations figées, je sais que, j'en suis sûre que, donc tu l'enfermes en fait. Et l'autre fait pareil, hein. Et en plus, on interprète. C'est tous les trucs des ressentiments. Et comme en plus, notre cerveau, il bug sur ce qui ne va pas bien. Au lieu, il faut 5 trucs positifs pour un négatif. Vous le savez, ça. Donc, 5 éléments négatifs et 1 positif. Donc, t'imagines, on va toujours bugger sur ce qui ne va pas. Et alors, je sais que ça ne va pas. Et je sais que la Lily. Et je sais que ça. Alors, le positif, boum. Donc, ça t'oblige... pour faire durer un couple, à appuyer sur ce qui te convient, ce qui correspond, demander ce dont tu as besoin, mais aussi mettre en place des actions pour faire des choses que tu aimes partager avec l'autre. Des temps de qualité, je sais pas, des choses qui te plaisent et qui vous nourrissent l'un l'autre. Mais encore faut-il le réfléchir, quoi. Et il y a d'autres langages que le langage parlé. Il y a d'autres univers. Excusez-moi, justement. Ouais, alors vas-y, si tu veux parler. Ben non, parce que ça n'enregistre pas. Ben non, c'est le problème. Moi, je t'entends, mais eux, ils n'entendent pas. Voilà, là, maintenant, on t'entend. Oui, en fait, je trouve que, justement, par rapport depuis tout à l'heure, je me fais la réflexion que, justement, vous minimisez peut-être la dimension physique. Là, vous en parlez, donc... Ben oui. Oui, mais la dimension du désir, la baisse du désir dans les causes de rupture, parce que moi, je ne sais pas où, mais autour de moi, il y a quand même, en tout cas, à l'âge de la vie, ça rentre souvent en compte. C'est-à-dire que je ne désire plus, en fait. J'ai plus envie d'elle, j'ai plus envie de lui. Ah oui, la routine sexuelle. Beaucoup quand même dans le psychologique là. Oui. Depuis tout à l'heure, et c'est vrai, c'est très juste, c'est très bien perçu. Je trouve que cette dimension purement physique, le désir, oui. Je dirais, c'est lié à autre chose. Oui, peut-être, mais la dimension redécouvrir l'autre, cette espèce de routine, de lassitude, cette dimension physique, elle existe. Oui, alors, si les couples, alors là, vous parlez pour les couples qui sont cimentés sur la sexualité, qui ne sont pas déjà tout là-dedans. Pourquoi pas que? Pas seulement. Je pense que... Ben, pour ceux qui s'en foutent complètement de la sexualité, ça ne va pas être le sujet. Il y a peut-être un entre-deux. Ah oui. On peut se plaire pour plein de raisons, enfin, il me semble. Donc, du coup, au début, quand on est dans la fusion, etc., il y a cette dimension psychologique, sensible, et la dimension physique. Et la dimension physique, parfois... oui, non, mais j'entends bien. Mais ça, c'est le problème, c'est quand il y en a un qui tient et pas l'autre. Il y en a un qui a plus de libido et l'autre, il s'en fout. Parce qu'il y a des personnes qui s'en foutent quand même. Hein. Je le dis en clair. Hein. C'est-à-dire que ce n'est pas prioritaire. Il y a des personnes qui ont moins le goût de la... Ça dépend qui, mais je ne dis même pas homme ou femme, hein, peu importe. Mais il y a des personnes qui ont moins le goût et qui ont moins de libido et moins ce goût-là, c'est pas prioritaire, ou alors ils n'ont pas découvert ce que c'était, j'en sais rien, peu importe. En tout cas, c'est pas prioritaire. Et pour d'autres, c'est prioritaire. Ça veut dire c'est un des critères essentiels qui fondent le ciment de la relation. S'il n'y a pas ça, c'est non négociable. S'il n'y a pas ça, ça fait tout bugger, ça fait tout décliner. D'accord ? Donc il faut vous connaître, mais ça c'est important de... Effectivement, oui, là, il peut y avoir de la routine, de l'usure, de l'ennui et souvent des blocages psychologiques qui créent que... c'est souvent du psychologique qui crée des problématiques. Il y en a un qui n'a plus envie, des situations sexuelles bloquées. Ça s'examine aussi en thérapie, pas que chez les sexologues. Mais oui, ça peut être un des problèmes, j'avais dit l'infidélité, mais ça peut être aussi une sexualité en déroute pour un des partenaires qui craque parce que c'est pas important pour l'autre et c'est important pour l'un. Et c'est souvent le cas d'ailleurs. Ou pour les deux, mais en général, c'est plutôt pour l'un. Donc oui, ça c'est à examiner, et ça se travaille. Ça se travaille dans le champ thérapeutique. On examine, c'est quoi le problème?
De nouveau, pourquoi c'est une situation bloquée? Et en général, c'est plutôt psychologique. Donc il y en a un qui a peur d'insatisfaire l'autre, qui ne se sent pas assez à la hauteur. En général, c'est ça. Qui ne se sent pas assez validé, ou qui n'en peut plus de se prendre des reproches, donc il a plus, le cœur est fermé. Ou il y a plein de raisons. Enfin bon, là je peux pas. Il y a des raisons. Elles sont beaucoup plus psychologiques que mécaniques en général. Ça peut être la performance, ça peut être plein de trucs. Et à ce moment-là, il faut voir est-ce que c'est possible d'y remédier ou pas. Mais on ne va pas y remédier par le cognitif. Hein. Même si vous avez compris le problème, en général, au niveau de la pensée, ça bloque, parce qu'il y a les schémas de répétition. Il y a toujours « oui, mais il faut que je la contente, il faut que je la satisfasse, et je ne vais pas y arriver, il faut que je sois performant ». Et donc ça, vous avez beau savoir que c'est le problème, le fait d'y penser, ça aggrave le problème. Donc on ne préconise pas de... C'est bien de connaître le problème, mais il y a d'autres préconisations pour ces problématiques-là, pour pouvoir passer le cap. Hein. Mais il y en a qui ne passent pas le cap. Pourquoi? Parce que je l'ai dit, aujourd'hui, et notamment en France, on est dans une société où on veut de l'épanouissement, et de l'épanouissement sexuel aussi. Alors que du temps de nos grands-mères, on s'en foutait un peu. On hop, vous avez des gosses, et terminé. Le but du jeu, c'était pas de s'épanouir. Mais c'est aussi sociétal, ça. Mais pourquoi pas, hein? C'est pour ça qu'on est des serial monogames, parce qu'on se dit, oui, là, sexuellement, c'est pas terrible, donc moi, je vais pas rester 10 ans avec une situation bloquée. Moi, j'ai besoin d'un partenaire fiable sexuellement, enfin, qui me plaise, quoi. Vas-y, passe-lui le... Donc oui, ça, c'est des problématiques... C'est pour ça que je disais, explorer aussi, dans les préconisations que je fais, je dis, mais explorer la sensualité. Il n'y a pas que la sexualité dans la vie, explorer la sensualité. Enfin, il y a plein de manières de cheminer dans ces problématiques de sexualité bloquée. Ouais. Moi, je remarque dans mon entourage que quand il y a des couples qui vont mal, c'est surtout chez les hommes, ils ont du mal à prendre des conseils et ils veulent tout régler en interne. Et d'un point de vue externe, on voit que le couple il va exploser, on essaie de donner des clés, enfin, on voudrait bien les aider, mais si on les aide, on a peur que la femme en prenne pas la gueule parce qu'elle a reçu des conseils d'ailleurs. Et du coup, ma question, c'est comment vous expliquez cela? Que les hommes, ils ont du mal à... Ils veulent toujours tout régler en interne. Bah, ça dépend qui. Hein. Moi, j'ai quand même beaucoup d'hommes qui viennent me consulter pour leurs problèmes, donc... Peut-être c'est votre ami, là, votre couple d'amis qui est comme ça, ou peut-être dans votre environnement proche. Mais bon, c'est pas systématique non plus. Là. Après, je sais pas, on le voyait aussi dans les mouvements religieux. On voit que ceux qui sont très religieux, ils restent enfermés dans leurs cellules. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas parler au monde extérieur. Il y a des frontières, ce n'est pas perméable. Donc on ne va pas raconter notre vie intime sur la place publique. Donc on reste avec nos problèmes à l'intérieur de notre cellule. Il y a beaucoup de dégâts à l'intérieur, il y a beaucoup de violences conjugales ou je ne sais pas quoi, ou sur les enfants, mais personne n'en sait rien sur la place extérieure. Enfin, tout est dans la place intime. Voilà, c'est comme ça. En général, plus ça va mal et plus les frontières sont ténues au niveau du couple vis-à-vis du monde extérieur. C'est comme ça que parce qu'il faut tenir le système instable. Il faut maintenir le système instable. Si on commence à perméabiliser le système en demandant des conseils, en allant voir des psy, machin, eh ben, il va y avoir ce problème de système instable. Il est remis en question et en général, c'est les problèmes, vous le savez, de bouc émissaire et tous les secrets de famille, les machins comme ça. Il faut que ça reste instable. Il faut que ce soit maintenu. Donc les frontières sont non perméables. Ça, c'est le travail de l'analyse systémique. Hein. Ça, c'est plutôt... Hein? Est-ce qu'on peut réagir? Bah, t'es pas une sauveuse. Non, tu peux rien faire. Tu donnes un avis, puis si l'autre n'y prend pas, démerdez-vous. Hein. Qu'est-ce que je te dise, moi? On va pas forcer les gens. Tu vas pas sauver leur couple à leur insu. Sauf s'il y a vraiment violence. Tu vas sauver un citoyen en noyade. Comme tu sauverais, je sais pas, n'importe qui dans la rue qui est en train de se noyer. Mais c'est tout. On ne peut rien faire. On ne peut pas sauver les autres comme ça. Hop! On a envie de contribuer, mais je pense que là, moi, je n'ai pas de conseil particulièrement. Surtout, le problème du sauvetage, c'est de la toute-puissance. Je veux sauver mon ami, mais qui suis-je? On m'a sonné la cloche, moi. Qui je suis, moi, pour... on m'a demandé quelque chose. Non, bah, si elle me demande, je lui donne mon avis, mais voilà, quoi.
Bon, voilà, et ben oui, une dernière. Mon voisin, il a 75 ans. Et des fois, Son voisin, il a 75 ans. il me dit, ma femme, je lui parle plus. Ouais. Putain, vous restez. Passe-lui le micro parce que... Voilà, je vais arrêter parce qu'elle veut que j'arrête. Bon, c'est l'heure. Oui, mon voisin. Il a 75 ans, et alors? Mon voisin, il a 75 ans. Et des fois, il me dit, ma femme, je lui parle plus. Je dis, mais pendant 15 jours, vous restez sans vous parler. Ah bah ouais. Même des fois, il m'a dit, je vais tous les tuer. Non, tu tues personne, tu vas pas me prendre ta... Mais c'est vrai qu'il y a des couples qui s'entretuent. C'est des cauchemars. C'est ce que je disais avant. Aujourd'hui, quand ça va pas, on a plutôt tendance à rompre et à pas rester sous les cailloux. C'est vrai qu'il y avait une époque, c'était pas terrible de rester ensemble, avec des histoires invraisemblables comme ça, comme dans le film avec Montand et Signoret, là, le chat. C'était une catastrophe, ce truc. Et ben voilà. Donc aujourd'hui, au moins, les céréales monogames, c'est quand même mieux que ces plans-là. Maintenant, faut pouvoir aussi se gérer. Si c'est comme ça, tu dis, Marcel, mais non, au bout d'un certain moment, ça a l'air d'aller. Oui, après, voilà, c'est de nouveau, on ne va pas sauver tout le monde. Hein. Il y a des couples qui se maltraitent et qui continuent à fonctionner ensemble jusqu'à la fin de leur vie dans des machins tragiques. Voilà, il y a beaucoup de couples qui vivent des histoires tragiques et qui restent ensemble. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ça a toujours été, hein, on ne va pas sauver l'humanité, là. Voilà, après, on fait ce qu'on peut. Hein. Ben, merci, là je dois arrêter. Merci à vous. Et puis à la prochaine alors, prochaine conférence, c'est sur mon site à événements.